Et tout de suite, nous allons donc passer je vais appeler le bâtonnier. Oui, vous pouvez être applaudi, merci beaucoup. Et je vais tout de suite appeler le bâtonnier Francis Lec, qui est donc le rapporteur général des préconisations juridiques proposées par ce colloque 2019. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères, quelle belle journée. Quelle belle journée, je pense que notre avis est tout à fait unanime. Et au terme de cette journée exceptionnelle, le président Roger Cruc a mandaté le collectif d'avocats constitué, et vous venez de les entendre dans les différents ateliers, Maître Florence Lec, du bâtonnier Yves Mahut, du bâtonnier Balestas, de Maître Stéphane Duval, de Maître Bruno et de moi-même, pour vous proposer 15 préconisations qui seront dans les meilleurs délais adressées à toutes celles et ceux qui pourront les mettre en œuvre. Nous ne manquerons pas de faire toutes les démarches nécessaires et de profiter de toutes les niches parlementaires pour glisser nos propositions de ce jour. Certaines, vous en êtes conscients, ont mis plus de 10 ans, vous le savez, pour aboutir. Mais nous sommes patients et déterminés. Notre préoccupation est donc, dans chaque atelier, de traduire les témoignages, les avis et les conseils que nous avons recueillis aujourd'hui pour élaborer des avancées et des progrès dans les lois et règlements qui régissent le statut de la fonction publique, le code pénal, le code de procédure pénale et le code de l'éducation. Premier point, quelles sont nos préconisations sur le premier atelier, écouter la parole de l'enfant en respectant la présomption d'innocence. Nous voulons que, 13 ans après, que les préconisations du rapport parlementaire consécutif à Outreau soient mises en œuvre réellement. Pour ce faire, nous proposons 5 grandes résolutions. Mieux protéger les intérêts de l'enfant, en améliorant la transmission des informations et des coordinations en cas de soupçon de maltraitance, en décloisonnant les services sociaux, en favorisant la constatation des personnels médicaux et sociaux. Deuxième idée, améliorer la qualité des expertises. Organiser la tenue d'une conférence de consensus. Préconiser l'élaboration de critères de distinction entre les missions d'expertise qui relèvent de la psychologie et de la psychiatrie. Élaborer des missions types pour les expertises psychologiques et psychiatriques. Renforcer également l'enregistrement audiovisuel avec un personnel spécialisé et des magistrats et avocats spécialement formés. Il faut étendre l'enregistrement audiovisuel à toutes les violences sur mineurs, nous l'avons entendu ce matin. Il faut procéder à l'audition et l'enregistrement de l'enfant par un personnel spécialisé dans un lieu adapté en toutes circonstances. Il faut enfin rendre obligatoire la présence d'un avocat à toute audition d'un mineur victime. Notre quatrième idée est de procéder, et ce n'est pas rien, à l'audition et à l'enregistrement de l'audition et des mesures d'expertise psychologique ou psychiatrique du mineur victime et de compléter ainsi l'article 706-52 du Code de procédure pénale. Il y a en effet une nécessité procédurale indispensable d'exercice des droits de la défense que d'avoir accès au contenu même objectif de la parole effective tenue par le mineur. Il y a donc une nécessité, à l'instar des auditions, que leur contenu soit enregistré et sous contrôle de la juridiction consultable par les parties. Il est donc proposé une modification des dispositions du Code de procédure pénale
que vous voyez affiché dans quelques instants et que je n'aurai pas la nécessité de vous lire. La cinquième idée, tout aussi importante, vous l'avez compris, est d'instaurer une formation spécifique des enseignants à une écoute de l'enfance en danger. Et il faut compléter à cet égard l'article L542-4 du Code de l'éducation. On en a parlé ce matin, mais les choses sont notoirement insuffisantes. Et comme les magistrats ou les personnels de l'éducation nationale doivent bénéficier d'une formation, nous devons, de notre côté, en avoir une également. Il s'agira de percevoir, de former les personnels, notamment à l'écoute de l'enfant. Il sera donc inséré dans l'article L542-4 du Code de l'éducation un alinéa 2 qui prévoit cette formation complémentaire et vous pouvez effectivement la lire. 542, alinéa 4, et non pas 2. Deuxième atelier, c'est mieux assurer la présomption d'innocence du personnel de l'éducation nationale. Comment? D'abord, sixième préconisation, renforcer les droits de la défense en matière pénale. Nous voulons que les droits de la défense, tels qu'ils sont prévus par la Convention des droits de l'homme, soient enfin introduits dans notre législation française. Nous voulons que la présomption d'innocence inscrite dans notre Constitution et rappelée à de multiples reprises aujourd'hui, et notamment par le Conseil d'État, ne s'efface pas progressivement devant un droit de précaution qui devient évidemment la règle en la matière. Voilà les préconisations que nous avons prévues dans ce domaine et sur la nécessité de renforcer les droits de la situation en matière pénale de tout citoyen chargé d'une mission de service public. Cela est évidemment capital. Renforcer, et on vous l'a dit, le contradictoire de la défense. Nous avons 5 avancées déterminantes à vous proposer. Renforcer le contradictoire de la défense dans les enquêtes préliminaires. C'est l'article 77.2 du Code de procédure pénale. Deuxième idée, avoir recours sur sa demande à la procédure de témoin assisté de toute personne chargée d'une mission de service public, sauf décision contraire motivée. D'exiger que chaque personne bénéficie d'un accès intégral à son dossier dès lors qu'il est placé en garde à vue. De bénéficier, dans cette société de communication, de toutes sortes, d'un droit à la communication au moins équivalent à celui qui est accordé à l'accusation. Et là, on vous propose de compléter l'article 11 du Code de procédure pénale. Je ne vous cache pas que dans le collectif, ça a été une discussion importante sur ce point, ou comment les avocats peuvent-ils s'exprimer à travers les procédures que nous connaissons, en respectant le secret professionnel, mais aussi en étant l'équivalent dans les droits de la défense à ce que peut dire le procureur de la République. Et nous avons donc proposé, à cet égard, une transformation. La septième préconisation, c'est, et ce n'est pas rien, c'est la création d'une sanction pénale pour le non-respect de la présomption d'innocence accompagnée d'une prescription des actions portées à 1 an. Vous vous souvenez tout à l'heure, c'est le bâtonnier de la rue qui a évoqué ce problème de la prescription dans ce domaine de la présomption d'innocence qui suivait celui de la presse. Eh bien, pour les actions que nous mènerons, nous disons non, il ne faut plus 3 mois, il faut 1 an au niveau de la prescription. Et puis, il faut aussi également indiquer qu'au terme de cette journée, nous avons constaté que la violation de la présomption d'innocence n'est pas sérieusement sanctionnée. Et seules les dispositions judiciaires contraignantes ouvrant la voie à des sanctions pénales dissuasives seraient susceptibles de freiner, voire de permettre enfin que soient réparées et réprimées les atteintes à la présomption d'innocence. Alors c'est vrai, ça n'est pas simple. Et nous proposons un article 65.1 du Code de procédure pénale, la présomption d'innocence qui concourt à la liberté de la défense constitue une liberté fondamentale et à ce titre doit être défendue et protégée. Ceux qui auront porté atteinte à la présomption d'innocence par l'un des moyens visés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1981 seront punis
de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Voilà, mes chers confrères, une volonté que nous avons affirmée à travers ces propositions pour défendre la présomption d'innocence. Il faut aussi, et c'est notre huitième préoccupation, renforcer le soutien et la défense aux fonctionnaires chargés d'une mission de service public. On dit, mais au fond, on est chargé d'une mission de service public, on est davantage protégé par la loi si on est agressé, mais d'un autre côté, il n'y a pas de disposition particulière dans le Code de procédure pénale pour nous protéger davantage, alors même que nous exerçons une mission de service public. Et c'est donc l'idée de ces propositions que nous avons reprises. D'abord, porter à 1 an le délai de prescription en matière d'injures, de diffamation et autres. Et par conséquent, de proposer un article 65.5 du nouveau sur la loi du 29 juillet 1981 relative à la liberté de la presse, ainsi rédigée, et vous le voyez sur l'écran, en dérogation, etc., etc. Nous aurons une deuxième préoccupation dans ce domaine-là, sur la 8e préconisation, c'est que les plaintes, mes chers confrères, mesdames, messieurs les présidents, soient réellement prises en charge par les services de police. Il se répand de plus en plus que s'agissant de certaines procédures, notamment en matière de diffamation, on dit « oh non, nous ne les prend pas ». On ne les prend pas, envoyez la lettre au procureur. Alors bien sûr, le procureur général d'Alès recevra du courrier supplémentaire, mais quand même, c'est absolument insupportable. Et nous disons que parce que nous sommes chargés d'une mission de service public, parce que nous devons davantage être protégés, il faut effectivement que les plaintes que nous déposons soient réellement prises en charge par les services de police. Je ne parle même pas de classement aujourd'hui, je ne parle même pas de non-lieu. Je dis, asseyez-vous, on vous écoute, on prend votre plainte, et non pas, on n'a pas le temps, ou on ne s'en occupe pas, écrivez au procureur de la République. Voilà une démarche que nous avons voulu réaffirmer au cours de ce colloque et de transmettre cela, y compris auprès du garde des Sceaux. Enfin, vous avez noté qu'on a évoqué ce matin la loi du 18 mai 2016. Et notre 9e préoccupation consiste évidemment à l'aborder, puisqu'elle parle de l'information de l'administration par l'institution judiciaire et la protection des mineurs. Nous voulons, mesdames, messieurs les présidents, chers confrères, que toute information transmise par l'autorité judiciaire vers l'administration, par application de cette loi du 14 avril 2016, soit portée préalablement à la connaissance du fonctionnaire. Alors, c'était prévu d'ailleurs, et Dominique Raimbourg, qui était le président de la commission des lois à cette époque-là, avait reçu notre proposition d'amendement. Il l'avait prise en considération et il y avait un texte qui était sorti au niveau de la loi, à savoir notre amendement, qui disait ceci: de permettre que son avis, on parle du fonctionnaire, qui est supposé avoir une transmission de ce qu'il est placé en garde à vue ou de ce qu'il est l'objet d'une enquête, eh bien de permettre à ce fonctionnaire que son avis soit recueilli par son administration en présence de son conseil ou de la personne de son choix. Cet amendement que nous avions proposé lors du débat sur le statut de la fonction publique avait été repris dans la loi et malheureusement, quand on a regardé le décret, cette disposition-là avait disparu. Donc par conséquent, il convient de rétablir dans le décret cette dernière partie de la loi qui a disparu du décret. Vous avez bien compris, il faut qu'à chaque fois, quand un enseignant risque d'être mis en cause ou un fonctionnaire de l'éducation nationale, eh bien, il puisse faire valoir son droit, accompagné de son conseil. C'est le débat essentiel du débat contradictoire. Ensuite, l'administration fait ce qu'elle veut. Mais nous l'avons donc rappelé dans notre préoccupation, dans notre préconisation numéro 9. La 10e, c'est d'abord de contraindre toute personne à informer l'autorité judiciaire de l'innocence d'un citoyen placé en garde à vue. Ah, Anne Meubert, voilà, c'est le texte, Anne, que nous avons lu, que nous avons voulu mettre en mémoire, effectivement, cette dramatique affaire que tu as évoquée avec
une grande pudeur. Eh bien, nous disons que nous devons, précisément, parce qu'il manque dans la loi, l'article 434-11 du Code pénal, il manque le mot « garde à vue », que celui-ci puisse figurer dans la loi. Alors ce sera un long combat, parce que personne ne veut reconnaître aujourd'hui en France que la garde à vue soit privative de liberté. Eh bien, c'est un combat que nous devons effectivement mener, et vous voyez le texte de modification que nous proposons. Le dernier atelier, c'est celui qui est consacré à mieux réparer les atteintes à la présomption d'innocence. Et donc, par conséquent, nous voulons, en 11e préconisation, intégrer le principe de précaution pour assurer une réelle réparation du préjudice. C'est le fameux article 30 du statut de la fonction publique. Alors, on vous l'a dit, une réinstallation solennelle du fonctionnaire mis hors de cause, c'est un peu plus que ce que nous avions obtenu. On a été très satisfaits, le sénateur Manable était là ce matin, et il nous a aidés avec les sénateurs à obtenir gain de cause, mais là encore, il y avait effectivement une restriction. Nous voulons rétablir le fonctionnaire dans son poste, en l'absence de décision disciplinaire. Alors la loi aujourd'hui, au niveau de l'article 30, le prévoit, mais elle le prévoit dans ses fonctions. Rétablissement dans ses fonctions. Donc tous les collègues du collectif, et avec Vincent, nous avons dit il faut là effectivement exiger que ce texte soit modifié et que, en réalité, le fonctionnaire soit rétabli non pas seulement dans ses fonctions, mais dans son poste. Et par ailleurs, nous avons tiré toutes les conséquences que si à l'expiration d'un délai de 4 mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est par principe rétabli dans son poste et non pas seulement dans ses fonctions. C'est ce que nous avons très clairement indiqué. La 12e préconisation, vous voyez qu'on avance relativement vite, eh bien, évoque le droit à la réparation en complétant les articles 801-2 du Code pénal et 706-3 du Code de procédure pénale. Nous savons que l'affaire Simondi a démontré que malgré une relaxe de la juridiction pénale, aucune réparation véritable ne leur sera accordée. Et leur préjudice moral non réparé, malgré 10 ans de procédure, tant devant la juridiction pénale qu'administrative. Pour y mettre un terme, nous proposons, et ça a été évoqué, une modification de l'article 801-2 du Code pénal qui indique qu'à la demande de toute personne investie d'une mission de service public, important, toute juridiction peut accorder une indemnisation du préjudice subi à la suite d'un classement, sans suite d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, d'une décision de relaxe ou un arrêt d'acquittement. Nous avons également proposé qu'il y ait des compléments d'apporter à l'article 706.3 du Code de procédure pénale. C'est celui qui évoque la CIVI et donc par conséquent d'étendre davantage aux fonctionnaires chargés d'une mission de service public le bénéfice de la CIVI en allégeant les conditions que vous connaissez. En 13e préoccupation, nous souhaitons une authentique prise en charge, et ça n'est pas rien, psychologique des enseignants en souffrance, c'est-à-dire de compléter l'article 11 du statut de la fonction publique. Chacune et chacun d'entre vous a pu constater que dans le parcours du combattant ou de la souffrance que traversent les fonctionnaires victimes de violences de toutes parts, devraient bénéficier d'une prise en charge psychologique qui est actuellement dérisoire. C'est pourquoi nous proposons un complément à l'article 11 du statut de la fonction publique qui défile sous vos yeux et vous avez le loisir de pouvoir le consulter rapidement. Dans la 14e préoccupation, nous proposons une modification de l'article 39.2 du Code de procédure pénale pour prévenir les atteintes graves contre les fonctionnaires chargés d'une mission de service public. Et oui, il est proposé en particulier que le procureur de la République, dans le cadre de ses pouvoirs de prévention des infractions à la loi pénale, informe, via le réseau des référents justice, auprès des recteurs d'académie
et des magistrats référents éducation nationale auprès de chaque parquet les services du recteur d'académie du caractère dangereux d'un usager du service public de l'éducation nationale. Il est proposé en conséquence de compléter l'alinéa 2 de l'article 39.2 du Code de procédure pénale. Vous avez bien compris, il y a quelques années, c'est l'affaire d'Albi qui va amener à ce que une directrice d'école, ou en tout cas une enseignante, quelques jours avant la fin de la colle, de les classes, soit poignardée dans des conditions invraisemblables par quelqu'un qui sera déclaré irresponsable. Eh bien, nous disons que si cette personne a été préalablement déjà repérée comme quelqu'un de dangereux, de la même manière qu'on exige que nous signalions aux autorités ce qui est anormal pour notre école, pour l'organisation, pour les enfants et les protéger, il doit être aussi normal qu'on nous prévienne de ce qui peut arriver de danger par rapport à l'exercice de notre fonction. Alors c'est vrai, c'est un peu un vœu, mais nous avons donc proposé une modification de l'article 39.2 du Code de procédure pénale. La 15e préconisation, est aussi très importante. Elle est très importante parce qu'il s'agit de compléter les droits de la défense en matière disciplinaire. On aurait pu davantage s'exprimer sur ce point, mais vous avez eu des échos très complets dans les différents ateliers. D'abord, il faut renforcer les droits de la défense en cas de suspension administrative. En premier lieu, il apparaît donc nécessaire de rappeler dans la loi que la mesure de suspension doit être motivée par un impératif de protection de l'enfant ou des usagers du service public. En second lieu, il convient de renforcer la présomption d'innocence à ce stade de la procédure en instaurant un débat contradictoire préalable, en permettant à l'intéressé à être assisté du conseil de son choix, en lui donnant accès à son dossier et en motivant la décision. Tout cela, mes chers confrères, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, apparaît évident et pourtant, ça n'existe pas et c'est toujours mis de côté depuis près de 15 ans. Il est par conséquent proposé, par rapport à ce que je viens de dire, de compléter l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dans les conditions que vous voyez au niveau de l'urgence et de la protection des usagers. Nous souhaitons aussi, en deuxième proposition de la 15e, indiquer que les décisions doivent être motivées après une instruction et un débat contradictoire. C'est la modification de l'article 30, alinéa 2. Vous savez que ces simples amendements avaient déjà été déposés auprès du Parlement, et auprès du Parlement, on nous disait « Non, ça n'est pas possible de voter cet amendement. » D'abord parce qu'il y a l'article 40. Si vous proposez un amendement et qu'il entraîne des dépenses et que vous ne les prévoyez pas, c'est irrecevable. En deuxième partie, s'il n'y a pas assez de fonctionnaires pour instruire votre demande, elle ne pourra jamais avoir lieu. Et donc, on écarte volontairement certains de nos amendements, faute de moyens de la justice ou de l'éducation nationale. Par conséquent, des décisions motivées après une instruction et un débat contradictoire. Révision de la mesure de suspension pour survenance d'un fait nouveau. Cela a été rappelé tout à l'heure par un de nos confrères. Enfin, il faut une procédure disciplinaire respectueuse de la Convention européenne des droits de l'homme. Des commissions disciplinaires présidées par un magistrat de l'ordre administratif. C'est rappelé, nous l'avons demandé, nous l'exigeons, nous ne l'avons pas encore obtenu. Obligation également de surseoir à statuer. Oh, ça c'est difficile. Obligation de surseoir à statuer des procédures disciplinaires dans l'attente des décisions pénales en cas de poursuite pénale. C'est intéressant parce que dans le nouveau statut de la fonction publique, vous remarquerez qu'il y a maintenant une prescription de l'action disciplinaire de 3 ans. Et par conséquent, le collectif d'avocats a constaté que donc aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de 3 ans, à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanctions. Dès lors,
nous estimons qu'il existe, selon ce texte, une corrélation entre les poursuites pénales engagées et la procédure disciplinaire. Le principe d'autonomie qu'on nous oppose souvent, vous vous souvenez, de la procédure disciplinaire ne se justifie plus et par conséquent, nous estimons que les CAPA doivent surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive des poursuites pénales. Oh, ce sera un très beau combat, à n'en pas douter. Monsieur le Président, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs les Présidents, au terme de cette présentation, je voudrais rappeler les propos de Jacques Lanque, alors ministre de l'Éducation nationale, lorsqu'il était venu pour conclure notre premier colloque sur la parole de l'enfant et la présomption d'innocence. Il est vrai que des enseignants, disait-il, peuvent être mis en cause par la parole des enfants. Sur ce point, je crois que nous devons être clairs. De la même façon, la plus grande fermeté doit s'exercer à l'égard des personnels qui auront failli, s'il est constaté et prouvé qu'ils ont failli. Je crois que pour les enfants eux-mêmes, pour le crédit moral qui s'attache aux serviteurs de l'éducation, nous devons, lorsqu'il y a une faute, assurer une sanction avec la plus grande rigueur. Mais je dis, disait-il, avec la même fermeté, que ce que je dis à l'instant n'a de sens, naturellement, que si les faits eux-mêmes sont avérés. Comme tous les citoyens, les personnels de l'éducation nationale ou tous les agents publics ont droit à la présomption d'innocence. Il faut éviter à tout prix les condamnations expéditives. Il faut attendre que les enquêtes administratives et judiciaires aient été accomplies avant de prendre les dispositions qui s'imposent. Et si une mesure conservatoire doit être prise, cette mesure doit être expliquée dans le cadre précisément de la présomption d'innocence. Et je souhaite, concluait-il, personnellement, que tous les responsables agissent et réagissent en professionnels, restent maîtres de leur capacité de jugement et ne cèdent à aucune pression. Ce message, on le constate, est toujours d'actualité. Il nous reste à engager ce défi, ce nouveau défi, Monsieur le Président Roger Cruc, avec tous les avocats. Nous le ferons d'autant plus qu'une justice dématérialisée, qui risque d'éloigner le justiciable, nécessite plus que jamais la présence d'un avocat et du soutien professionnel des présidents d'autonomes. Je mettrai pour ma part ma compétence et mon énergie à vos côtés et ceux de Vincent Bouba, qui a déployé une formidable énergie et une énorme capacité à faire en sorte que ce colloque soit une réussite. Il peut, avec le conseil d'administration de la Fédération, avec le collectif d'avocats, en être satisfait et je pense que vous partagez ce sentiment. Ces préconisations sont désormais les vôtres et avec nous, les avocats conseils, vous aurez maintenant la mission, Mesdames, Messieurs les Présidents, de les mettre en œuvre. Je sais combien votre Président œuvre pour que l'autonome de solidarité laïque soit un acteur majeur du débat sociétal sur ces sujets. Monsieur le Président, cher Roger, je le dis clairement, parce que je peux aussi m'exprimer ainsi, on me le pardonnera. C'est grâce à toi, à ta gouvernance éclairée, que l'autonome de solidarité a été porté à ce degré d'exigence et à ce niveau d'influence que nous pouvons avoir ce soir. Tous les avocats conseils, par ma voix, te remercient de cette confiance, de cette fidesse, comme on dit. Et nous serons toujours auprès de vous, avec les équipes militantes, pour vous apporter notre détermination à défendre nos valeurs, les libertés individuelles et collectives. Oui, Roger, comme tu le souhaites, nous ne baisserons jamais la garde. Une dernière petite précision. Je ne vous promets pas de présenter 15 nouvelles préconisations dans 10 ans. Merci de votre adhésion et de votre résistance. Bon courage. Merci beaucoup, bâtonnier Francis Lec. Vincent Bouba, il vous revient de conclure. Non, rassurez-vous, je n'en ai uniquement pour 2 heures. Voilà. Mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs les avocats des ASL, mesdames et messieurs les présidents,
Monsieur le Président de la Fédération, je souhaiterais tout d'abord vous remercier toutes et tous pour votre présence, signe de l'intérêt que vous portez aux actions mises en œuvre par l'Autonome Solidarité Laïque. J'associe à ces remerciements toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de cette journée, tant dans ses contenus que dans son organisation. Merci à tous les intervenants présents qui ont pu nous faire partager leur expertise, leur expérience, leur regard sur un sujet qui s'avère des plus complexes, tant il touche un thème qui est au cœur de nos préoccupations, professionnels de l'éducation, mais aussi citoyens de la République et militants de l'Autonome. De chaleureux remerciements à Elisabeth Chungui, qui a su nous accompagner tout au long du colloque avec beaucoup de justesse, de dynamisme, et que désormais nous retrouvons régulièrement à l'occasion des animations de l'ASL en direct. Merci également au président de la FAS, merci à toi, cher Roger, initiateur de ces grands moments de formation, initiateur de ces colloques nationaux, avec cette préoccupation permanente de la réflexion qui vient enrichir nos actes militants, qui vient enrichir nos actions auprès des adhérents, auprès de l'école, de ses acteurs, et ainsi asseoir la place de l'Autonome de Solidarité Laïque dans le débat public. Je crois qu'au cours de cette journée de travail, nous avons tenté, et nous sommes même parvenus, à trouver ce nécessaire équilibre entre la protection des personnels de l'éducation et la protection des enfants victimes d'agressions, la protection des enfants en souffrance, en associant des professionnels du monde de la justice, de la police, de la médecine ou de l'éducation. Notre première préoccupation de citoyens et de professionnels travaillant auprès d'enfants est d'assurer la sécurité et la protection aux élèves qui sont accueillis à l'école. À cela, nous ajoutons notre militantisme, celle de la dimension de la protection des personnels. Ce colloque a donc affirmé ces deux axes. Nous portons l'intérêt des enfants, mais aussi nous sommes profondément attachés au principe de la présomption d'innocence, l'un des fondements de notre justice et de fait de notre vie en société. Avant d'entrer plus en détail dans les travaux que nous engagerons dans les années à venir, qui s'appuieront pour ces sujets sur les préconisations émises par le collectif des avocats, et notamment le bâtonnier Francis Lec, avec lequel j'ai eu énormément de plaisir à piloter ce colloque. Merci également à vous, chers avocats, pour votre engagement, votre disponibilité, votre investissement. Je souhaiterais partager avec vous quelques lignes issues de l'ouvrage de maître Jean Cornec, qui inspira le film dont on a parlé au début du colloque, d'André Cayatte, dans lequel Jacques Brel interprétait cet instituteur victime de calomnie et qui est livré à la vindicte populaire, les risques du métier. Quelques lignes. Michaud, pendant toute cette scène, avait été frappé par l'attitude de Doucet. S'il avait été innocent, il aurait tenté lui aussi de convaincre ses élèves. Il aurait hurlé, tempêté, frappé du poing sur la table, donné des coups de pied dans les meubles. Il se serait roulé par terre, il aurait déchiré ses vêtements. Il aurait refusé de se laisser mettre les menottes et de se laisser emmener. Bref, il aurait eu le comportement de l'honnête homme victime d'une erreur judiciaire. Et non celui du coupable avéré que l'on mène en prison. Or, Doucet n'avait même pas ouvert la bouche. Il n'avait même pas esquissé un geste. En m'apportant ces précisions, Michaud pensait apaiser mes derniers doutes. Il en a fait naître de nouveaux. Je sais trop, pour l'avoir vérifié 100 fois, que le rôle de l'accusé est un rôle difficile et que le comportement d'un homme face au juge n'apporte aucun élément sérieux à l'appréciation de sa culpabilité. Je me souviens de paléologues qui, incertains jusque-là de la culpabilité de Dreyfus, en avaient acquis la conviction en assistant à sa dégradation. Pourtant, l'attitude de l'instituteur est étrange, s'il est innocent. Et puis, il n'a pas d'enfant. Au fait, j'ai oublié de prévenir son inspecteur. Maltraiter les enfants est inconcevable, mais il ne faut en aucun cas bafouer le principe de la présomption d'innocence et les droits de chacun, enfant comme adulte, à être protégés et défendus. Il faut ainsi éviter les mises en accusation sans fondement, car elles peuvent être dramatiques. La hiérarchie suspendra alors l'enseignant pour protéger les enfants
et celui-ci se retrouvera en accusation devant les parents, devant les collègues, devant les familles, devant sa famille. Notre journée, véritable temps de formation, ne doit être qu'une étape et doit nous inciter à prolonger nos travaux autour de deux champs, celui de la formation des personnels et celui de la réflexion et des propositions que l'on peut émettre quant aux réglementations législatives en vigueur ou en préparation. Ces deux axes nous permettent de renforcer notre objectif d'agir pour une société apaisée. Agir sur une société en mouvement, parvenir à apporter des suggestions innovantes, influencer sur les décideurs est une des missions de l'ASL, au-delà de l'aide qu'elle apporte au quotidien à ses adhérents. Le projet associatif porté par le président de la FAS, décliné par toutes les équipes sur tout le territoire, porte en lui cette volonté d'agir. Nous devrons donc poursuivre et renforcer cet axe parce que l'expérience, l'expertise des autonomes, héritée de plus de 115 ans d'histoire aux côtés de l'école de la République, nous ont appris que nous devions toujours servir au mieux les métiers de l'éducation, et notamment par des actions d'information, de formation sur les champs qui sont les nôtres, et pas assez déployées par l'institution elle-même. Je parle ici du droit qui encadre l'acte d'éducation. Engagé dans la formation initiale et continue au titre de la convention signée avec le ministère de l'Éducation nationale, et je salue à mon tour Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, qui a bien voulu nous accorder son haut patronage, tout comme Madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Notre organisation n'a cessé de déployer ses actions auprès des personnels de l'éducation. Formation sur la responsabilité des enseignants, formation au droit qui encadre l'acte éducatif, formation aux responsabilités en matière de signalement de l'enfance en danger, éléments sur la protection de l'enfance. C'est ainsi près de 10 000 personnels formés tous les ans par les ASL. Aussi, la signature d'une convention avec Madame Taubira, alors ministre de la Justice en 2015, confirmée, renforcée il y a quelques mois par l'actuelle ministre, Madame Belloubet, ces textes venant compléter le dispositif, permet des échanges entre l'ASL et le ministère de la Justice pour élaborer des modules de formation, des conférences, des colloques d'information juridique à l'égard des personnels, mais aussi pour l'ensemble de la communauté éducative. C'est à ce titre que j'ai le plaisir de vous annoncer que dans le cadre de sa déclinaison locale, de la convention signée avec le ministère de la Justice, le 25 septembre prochain se tiendra, avec le soutien de Monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Grenoble, une reconstitution d'une audience correctionnelle pour une affaire impliquant un enseignant. Ce procès, qui sera filmé, servira de base documentaire dans le cadre de nos formations, rapprochant ainsi le monde de l'école et le monde de la justice. C'est à travers notre réseau de militants, d'avocats, au travers ces conventions que nous signons, dont la toute dernière, signée au mois de janvier avec le réseau national des SP. C'est à travers ces actions qui en déclinent que nous pouvons identifier et analyser les besoins des personnels en termes de connaissance du droit. Car en effet, chaque jour, une mauvaise connaissance des textes, des règlements, peuvent conduire à la négligence, à l'erreur, à un conflit et à des situations qui peuvent s'avérer dramatiques. Nos actions de formation seront donc à déployer massivement, en s'appuyant également sur des partenaires proches de nos préoccupations et impliqués dans le monde de l'école. Et je le dis, mesdames et messieurs, devant vous tous, militants des autonomes, avocats conseils, salariés, vous qui représentez les organisations amies, vous toutes et tous attachés à la force de l'école de la République, nous ne serons jamais trop nombreux pour la soutenir dans son action essentielle d'être le creuset de notre République, faite de liberté et de règles pour qu'elle demeure réelle. Notre organisation devra également poursuivre ses travaux en termes d'analyse des réglementations en vigueur afin de renforcer la protection des personnels. Axe fort de notre projet politique, l'autonome est un interlocuteur connu et reconnu des pouvoirs publics. Nous devrons donc agir sur les textes législatifs, réglementaires, afin d'améliorer la protection des personnels, mais aussi la protection des élèves, un travail au service de l'école, au service de ses élèves, au service de la société tout entière. Nous ne cesserons d'être attentifs, vigilants quant au débat, quant aux textes, quant aux échanges portant sur nos domaines d'expertise. Et les propositions qui viennent d'être portées par notre avocat conseil national serviront de base pour nos futurs travaux. Acteur majeur dans le monde de l'école,
l'autonome de solidarité laïque continuera et amplifiera ses actions et ses efforts afin que l'école soit un lieu préservé, un lieu où les personnels pourront mener sereinement leur travail et où les élèves, citoyens de demain, pourront développer des compétences qui leur permettront de devenir libres, éduqués et éclairés. Les apports de cette journée ont été denses sur ce sujet sensible. Et si des avancées législatives significatives ont été menées depuis de nombreuses années pour améliorer la protection de l'enfant, il convient d'aller plus en avant dans la formation des personnels quant aux problématiques que nous venons de traiter lors de ce colloque. Le signalement, la prise en compte de sa parole, l'écoute de la parole de l'enfant. Et s'il faut protéger les enfants par-dessus tout, on ne peut accepter des signalements sans preuve. Ainsi, œuvrant depuis plus de 115 ans aux côtés de l'École de la République, aux côtés de ses personnels, les militants des ASL et leurs avocats conseils poursuivront leurs actions, leurs combats, afin que la présomption d'innocence ne soit jamais réduite à une présomption de culpabilité. En protégeant les personnels, en éduquant, en formant aux responsabilités, l'autonome protège aussi les enfants. Elle prend ainsi part pour une société plus apaisée. C'est notre projet, c'est notre raison de militer et nous ne céderons sur rien, jamais rien à la facilité. Je vous remercie.